Alors, Je ne sais pas ce que c'est c'est le moment que de parler de super politique cookie. internationale, les amis. Merci Angel McNuggets pour tes 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est le moment de parler un peu de politique internationale et on va parler de la Colombie parce qu'il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle. Ouais, c'est présidentielle, c'est pas des législatives. En Colombie. Alors, je connais très très mal la politique colombienne, mais on va quand même en parler. Et on va lire cet article de Mediapart, du coup. Mediapart qui, pour traiter l'actu internationale électorale, souvent ils ont vraiment des bons articles. Voilà, notamment Romaric Gaudin, il travaille pas mal sur l'extrême droite. Là, c'est pas Romaric Gaudin, c'est François Bougon, que je ne connais pas. Mais je pense que l'article est très bien. Donc, il y a eu une Je ne sais élection, pas ce que c'est que le le premier super tour de confit. l'élection présidentielle en Colombie. Merci Eric Lia pour ton prime, pour ton 3e mois, merci beaucoup. Et bah, comme très souvent, je pense que ça doit être la 17e fois que je fais ce genre de séquence en live sur cette chaîne. Oh, percée de l'extrême droite dans un pays, dans le monde. Ah, ça fait tout le temps ça en ce moment. C'est un peu déprimant. Alors après, attention, parfois, voilà, percer au premier tour et puis au second tour, ça ne passe pas. Mais ce phénomène d'extrême droitisation avec des partis fascistes ou d'extrême droite qui grossissent d'un seul coup, alors que de base, ils étaient quand même assez anecdotiques, ça arrive très 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 souvent, et oui, et c'est tellement déprimant. Mais bon, ça arrivera pas toute la vie. À un moment donné, ça va finir par redégonfler. Voilà, c'est juste qu'on est dans cette période-là de l'histoire. C'est juste ça, quoi. Donc c'est déprimant de vivre cette période-là de l'histoire. Mais attention, point de résignation, les camarades. À un moment donné, ça va redégonfler et cette baudruche va repartir parce que l'extrême droite, c'est des gros guignolos. Et à un moment donné, ils finissent par perdre le pouvoir parce que leur, leur idéologie est pas viable en fait. C'est une idéologie de mort. Voilà. Bref, je le dis souvent. En ce moment, je suis dans ma période un peu espoir. Donc voilà. Romaric Gaudin est plus sur l'économie, mais il parle aussi pas mal d'international et d'extrême droite récemment. Voilà, voilà. Et trop cool en tout cas, Romaric Gaudin, vraiment super journaliste. Voilà. Bref, donc on va lire l'article et voir ce qu'il en est en Colombie. Moi, je connais pas du tout la situation politique, mais généralement, quand on lit ce genre d'article, on voit qu'il y a des analogies à faire avec d'autres pays comme les États-Unis et comme la France typiquement. Et on voit que des phénomènes qui se passent en France, aux États-Unis et un peu partout ailleurs, bah, il y a des phénomènes analogues dans d'autres pays, même parfois qu'on connaît moins politiquement. Moi, la Colombie, je connais vraiment très très peu. Donc bon, est-ce que c'est parce que la gauche de centre-gauche a déçu les Colombiens et que du coup ils se rabattent sur une solution plus radicale et sur une forme de populisme d'extrême droite? Bon, c'est l'extrême droite qui les caractérise plus que le populisme, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. À voir, mais mon petit doigt me dit que c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là, un petit peu comme avec Javier Milei en Argentine, par exemple. Oula, j'ai bu trop vite mon café, j'ai failli me baver dessus. Non. Par contre, je comprends pas que l'extrême droite continue à se propager alors qu'elle est en échec un peu partout dans le monde. Ça marche juste pas. Genre Millet. Mais c'est qu'on est dans une phase où c'est un peu le bordel, quoi. Ça dépend. Il y a des endroits où l'extrême droite commence à reculer un petit peu. Alors, c'est pas au profit de la gauche radicale forcément, hein. Voilà, en Hongrie, par exemple, Orban s'est pris une déculottée, ce qui était vraiment pas attendu et ce qui est un symbole fort à l'échelle de l'Europe et de l'Union européenne parce que c'était la tête de gondole de l'extrême droite européenne depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Dans le contexte de l'Union européenne, c'était le représentant de l'extrême droite européenne avant tous les autres. Donc, certes, le mec qui est passé derrière, c'est un ancien du parti de Orban, et c'est un mec sur l'immigration et tout un tas de sujets, c'est un gros réac de merde aussi, hein, qu'on peut placer à la droite dure, voire à l'extrême droite aussi. Mais dans le contexte hongrois, sur d'autres sujets comme le rapport à la Russie, etc., c'est quand même un aveu de défaite pour cette extrême droite représentée par Viktor Orban. En Pologne, pareil, le PIS, le parti polonais, il a fini par perdre des élections et il a reculé, quoi. Pareil aux Pays-Bas, où il y a, comment il s'appelle, Geert van Wilders, je crois que c'est ça son nom. À un moment donné, il était pressenti pour être Premier ministre, c'est l'extrême droite locale là-bas, enfin c'est l'extrême droite néerlandaise, et au final, il a pété, mais il n'est pas arrivé au pouvoir non plus, quoi. Donc, à voir. Ça dépend des pays, ça dépend du timing. Voilà, comme dit Onibaku, on est dans ce clair-obscur. Voilà. L'ancien monde tarde à mourir, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur naissent les monstruosités, comme disait un certain Antonio Gramsci, n'est-ce pas? Voilà, donc analysons ça dans la finesse. Et essayons aussi de ne pas se désespérer quand on voit des mauvaises nouvelles comme ça. Voilà. Résolution de la contradiction capitaliste et ses push par les puissants comme la solution au peuple. Donc ça suit. Ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais notre heure viendra, camarades. Notre heure viendra si on se bouge le cul. Voilà, sans ça, notre heure viendra jamais. Bref. Le candidat d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, alors désolé pour mon accent nul à chier, hein, mais on va essayer, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle colombienne avec plus de 10 millions de voix. Donc premier quand même. Il affrontera le 21 juin son rival de gauche, Ivan Cepeda plutôt je pense. Cepeda, je sais pas. Et a d'ores et déjà reçu le soutien de la concurrente de droite, arrivée en 3e position. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant l'intro du live. Même ça fait déjà un petit peu penser à ce qui se passe en Europe et en France, quoi. Oh là là, la droite, qui n'est pas d'extrême droite, au final soutient l'extrême droite dès qu'elle en a l'occasion. Bizarre ça. Dans extrême droite, il y a aussi droite. Étrange. Ok. Bogota, Colombie.
Le résultat du premier tour de la présidentielle en Colombie dimanche 31 mai a provoqué la stupeur au sein des partisans et partisanes de la gauche au pouvoir et un sentiment d'exaltation pour les soutiens de l'extrême droite, qui se voit déjà vainqueur dans 3 semaines. Alors déjà, la premier indice, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, la gauche au pouvoir. Est-ce que c'est pas une gauche un peu trop molle, un peu trop centriste, qui fait que, sur la base de cette déception, l'extrême droite vit? C'est un peu ça. Merci Riette, Maître Jean, pour les 9 €. Trop bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez pas payer la taxe Bezos sur Twitch, vous pouvez faire des dons directement sur Stream Elements. Voilà, avec PayPal ou une carte bleue ou n'importe quoi. N'hésitez pas pour me soutenir. Voilà. Non, Petro, c'est un ancien milicien communiste, pas un sauce mou. Ok, d'accord. C'est la gauche de rupture. Ok. D'accord. Je vous dis, je connais absolument pas, mais c'est très bien. Laissons l'intelligence collective du chat me corriger. Ok, donc c'est voilà. Donc on a une leçon à tirer de ça déjà. Parfois on a envie de tirer un peu hâtivement des conclusions et des analogies avec la situation française, mais en fait parfois non, ça marche pas comme ça, quoi. Très bien, merci de m'avoir corrigé. Je me posais la question, mais du coup, voilà. Et ça se dit Cepeda. Ok. Donc, le candidat d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, bon je veux dire Espriella, un avocat de 47 ans dont le modèle est le président autoritaire du Salvador, Nayib Bukele, a créé la surprise en arrivant en tête avec plus de 10 millions de voix, soit 43% des suffrages. Ah oui, c'est beaucoup. 43%, c'est énorme. Le Tigre, son surnom et sa marque de fabrique dans les meetings, devance le candidat de gauche Ivan Cepeda, 63 ans, qui récolte près de 9,7 millions de voix. 40,9%. En 2022, Gustavo Petro en avait obtenu plus de 8,5 millions. D'accord. Putain, mais c'est quoi? C'était... Le premier tour, c'est 43% le premier, 40% le deuxième? Ah, c'est pas comme en France, hein. Là, la barre d'accès pour le second tour, c'est pas 16%. Hein. Oh, waouh. Merci Pedrito Grabito. Merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Putain, 43%. J'étais en mode... C'est chaud. Mais 40% pour la gauche. Bon, ok. Le taux de participation s'est élevé à près de 58%. Par rapport au scrutin d'il y a 4 ans, ce sont 2,4 millions de personnes en plus qui ont voté. Ok. Donc l'augmentation de la participation, là, ça profitait à l'extrême droite, du coup. A priori. Aïe. Près du Musée National, un groupe de supporters d'Ivan Cepeda reçoit les chiffres des résultats au premier tour des élections présidentielles. Putain, tu m'étonnes la douche froide. Hein. Ça, c'est des images, moi, ça me fait toujours mal au cœur un peu. Quand c'est les résultats d'élections, que tu vois des gens comme ça, le visage un peu attristé, tout simplement, quoi. Nous, on regarde ça avec distance. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens, des franco-colombiens ou quoi dans le chat où vous, ça vous fait ce même effet, quoi. Mais moi, je regarde ça comme ça avec distance. Pour moi, c'est la situation internationale. Je me dis, oulala, l'extrême droite monte partout dans le monde. Mais ouais, ça me fait pas une réaction viscérale parce que je connais pas du tout la politique colombienne et j'ai jamais été en Colombie de ma vie, quoi. J'ai pas trop de lien avec ce pays. Mais du coup, le fait de voir ces images-là, c'est important de les mettre pour moi dans les articles parce que du coup, ça permet de voir aussi ce que ça représente sur place, ce genre de résultats électoraux pour les gens de gauche, les Colombiens de gauche, quoi, tout simplement. Voilà. Paloma Valencia, la représentante de la droite, soutenue par l'ancien président Álvaro Uribe, du parti Centre démocratique, échoue lamentablement avec seulement 6,9% des voix, soit 1,6 million de voix. Elle a appelé à voter au second tour le 21 juin en faveur du candidat d'extrême droite, le félicitant, je cite, pour son impressionnante et extraordinaire victoire. Cela montre clairement que la Colombie ne tombera pas entre les mains du communisme, ni du néo-communisme incarné par Cepeda et Petro, a-t-elle dit. Oh là là, néo-communisme, il dit ça là-bas. Eh ben. Son colistier Juan Daniel Oviedo, homme politique qui revendique son homosexualité, s'est démarqué en regrettant que le pays sud-américain soit, je cite, tiraillé entre un candidat machiste et homophobe et un candidat qui n'a pas voulu s'engager clairement sur son projet politique, économique et social. Ok. Donc là, c'est la droite qui parle. La droite non extrême droite, quoi. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Celui qui arrive en 4e position, l'ancien maire de la ville de Medellín, Sergio Fajardo, bon, je sais pas, 4,3% pour plus d'1 million de voix, n'a pas voulu donner de consigne pour le moment. Nous allons réfléchir, nous représentons beaucoup de monde, et ce que nous dirons sera crucial, a-t-il déclaré. Nous allons mener des discussions, mais nous serons là à nous battre pour notre pays. Ok, mais c'est quelle couleur politique ça? Parce qu'ils ont dit ancien maire de la ville de Medellín, ok, mais c'est quelle couleur politique? Sergio Fajardo? Vous savez? Vous pouvez me dire? Je connais pas trop. Le jour de son investiture, ils l'ont ressorti et ont dit l'épée de Bolivar retourne au combat. De quoi? Attends, j'ai pas suivi votre conversation. De quoi? Il a volé l'épée de Bolivar? Qui ça? Qui a volé l'épée de Bolivar? En Colombie? Stylé ça. Gis égale R, c'est raclé en espagnol. Ah mais oui, c'est vrai. Donc c'est Fajardo.
Fajardo. Ok. Pardon. J'ai jamais fait d'espagnol, hein. Moi j'ai fait allemand LV2. Enfin, j'étais en classe bilingue comme un petit bourge, bref, peu importe. Ok. Tout comme le président sortant Gustavo Petro, Ivan Cepeda a émis des doutes sur la régularité du scrutin, évoquant notamment dans son discours prononcé dimanche soir dans un hôtel de Bogota des votes atypiques dans un certain nombre de bureaux de vote. Ce n'est que lorsque les commissions de dépouillement auront totalement clarifié cette position que nous nous prononcerons sur les résultats de ce soir, a-t-il dit. Le candidat de la coalition Pacte Historique a appelé son camp à se mobiliser pendant les 3 semaines qui restent avant le second tour pour battre le candidat qui, a-t-il clamé, représente le fascisme mafieux. Ok, j'aime bien ce terme de fascisme mafieux. Parce que c'est vrai que les fascistes, c'est des logiques mafieuses derrière. Et les mafieux, c'est des logiques fascistes aussi un peu. Vraiment. Relier mafia et fascisme, je trouve ça vraiment... J'aime bien cette formulation. Ça se voit même un peu avec le RN en France. Hein. Regardez comment ils ont magouillé là au Parlement européen, etc. etc. Bon, voilà. Donc, citation. Citation du candidat de gauche, du coup. Quel est le projet porté par cette extrême droite fasciste, non seulement en Colombie, mais aussi dans le monde? Je vais le dire clairement, les avancées, les progrès et les acquis sociaux de notre gouvernement seraient réduits à néant sous un éventuel mandat de monsieur de la Espriella, a poursuivi le candidat de la gauche. Pour lui, de la Espriella incarne le retour au passé des paramilitaires, des narcotrafiquants, des mafieux, de la plutocratie et de la corruption que le pays a connu sous les 2 gouvernements d'Alvaro Uribe, donc de 2002 à 2010. Aujourd'hui renforcé par l'extrême droite internationale. Et c'est effectivement intéressant de parler de l'extrême droite internationale parce que ce mouvement-là d'avancer de l'extrême droite, c'est partout dans le monde, quoi. Principalement dans l'Occident, mais aussi pas mal en Amérique du Sud. Voilà. Fidèle au style de sa campagne, organisé comme un show permanent, Abelardo de la Espriella, vêtu du maillot jaune de la sélection colombienne de football, s'est exprimé depuis le pont d'une péniche transformée en scène. Donc on parle du candidat d'extrême droite qui a fait une immense percée, 43% au premier tour. L'embarcation brillant de 1000 feux a surgi, de nuit, sur le fleuve Magdalena, avant de se placer en face du quai, le Malecón de Barranquilla, ville des Caraïbes colombienne, où ses partisans et partisanes portaient également le maillot jaune, et où ils s'étaient regroupés pour l'entendre. Il a qualifié le résultat de récompense. Nous achèverons d'écrire l'histoire le 21 juin, lorsque nous nous rendrons une nouvelle fois aux urnes pour vaincre Gustavo Petro et le bandit Ivan Cepeda, a-t-il lancé. Évoquant les doutes émis par Gustavo Petro, il a lancé un appel aux forces de l'ordre, à l'armée, pour qu'elles activent le mécanisme constitutionnel, au cas où ce criminel, ce toxicomane et ce misérable tenteraient de passer outre la volonté du peuple colombien. La démocratie doit être maintenue par la raison ou par la force, a-t-il lancé de manière inquiétante. Mais ouais. Oh, l'extrême droite, quoi. Waouh. Directement, il est en mode genre, nous n'hésiterons pas à faire appel à la force. Le mec, il annonce la dérive autoritaire, c'est dans les tuyaux, là. Ça arrive très fort si jamais il est élu, quoi. Et que les autres refusent, je sais pas quoi. Oh là 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 là. Sans aller aussi loin que le FN, Sarko s'est toujours comporté comme un parrain mafieux tout au long de son parcours. Ah bah lui, c'est vraiment un mafioso de première, hein, pour le coup, Sarkozy. Et aujourd'hui, il soutient Bardella, donc bon, quelque part, voilà. Gustavo, fais-nous une Maduro, soit normal. Je connais assez mal Maduro, ce qu'il a fait, précisément, au Venezuela. Bon, bref, on va continuer à lire l'article. À 1000 km plus au sud, à Bogota, ses soutiens se sont retrouvés dans un local du quartier La Soledad, célébrant, au son d'un groupe de mariachi, la première place de leur candidat. Dans l'assistance, Liliana Rios Otero se fait remarquer par sa casquette rouge. Make Colombia great again. Oh là là. Stop sucer Trump 5 minutes, quoi. Surtout quand t'es américain du Sud, sucer les États-Unis de Trump, qui veulent rétablir la doctrine Monroe et de mettre sous tutelle l'Amérique du Sud pour leur piquer toutes leurs matières premières. C'est littéralement le projet de Trump, il s'en cache même pas. Le projet de Trump, c'est kidnapper des dirigeants pour aller voler leur pétrole, quoi. Vraiment, le projet politique de l'extrême droite sud-américaine, c'est de devenir les larbins de Donald Trump et c'est de faire de leur pays des sous-fifres au service de l'impérialisme américain, quoi. Ils sont là en mode genre, c'est notre projet, trop bien, on va faire ça. Mais genre, respectez-vous, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Des soumis autoritaires, regarde Jackson. C'est quoi ce concept de soumis autoritaire? Ça a l'air trop bien. Heureusement que j'ai 2-3 intellectuels dans le chat comme Charles Théodibakou pour m'expliquer des choses. Hein. Parce que moi, pour faire le clown et divertir, ça va, je suis bon, mais il y a certains sujets où je suis un peu à la ramasse. Hein. C'est quoi ça, soumis autoritaire, regarde Jackson? Hacking social? Jackson? Soumission autoritaire? Attends, je vais rechercher ça sur Google. Ah non, relire hacking social. Ah, une vidéo de Horizon Gull. Ok. Soumis autoritaire. Hacking social. Les soumis autoritaires. L'autoritarisme de droite. Putain, j'ai pas vu ce truc-là. Je connais très très mal hacking social, même si je crois que c'est vraiment très bien. J'en ai un bonne opinion, mais je connais vraiment mal. Oui, c'est ça. Les soumis autoritaires, les autoritaires partie 4.
Ah ouais, 1h30. Il faudrait que je mate ça, un de ces quatre. La soumission à l'autorité, acceptation des abus de pouvoir, le conventionnalisme, le fondamentalisme religieux. Ok. Ouais, bah c'est un peu une mentalité de bon toutou, quoi. C'est le plus puissant, il a le droit d'être le plus puissant parce qu'il l'a mérité, parce que c'est le plus fort. Et c'est soit t'es le plus fort, soit tu te soumets au plus fort, parce que de toute manière, c'est le plus fort. Il faut respecter la force. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça l'idée. Mentalité de. Mentalité de petit sous-officier, quoi. En mode genre, ouais, il y a un mec au-dessus de moi et je suis obligé de lui obéir au doigt et à l'œil, mais j'ai des gens en dessous de moi, donc ça va. Je suis pas le pire. C'est un peu ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est vraiment. Je peux comprendre cette mentalité, on va dire. Mais je trouve ça. C'est vraiment pas la mienne, quoi. J'ai envie de dire, respectez-vous, quoi. Alors après, dans certains contextes où une hiérarchie peut s'avérer nécessaire, dans un certain cadre, etc., pourquoi pas, je peux l'entendre. Le côté un peu en mode l'obéissance, ça peut être bien dans certains contextes où la hiérarchie peut avoir une certaine utilité, j'en sais rien. Il peut y avoir un truc où, ok, je veux bien l'entendre. Mais quand, quand tu veux diriger un pays tout entier, c'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'on doit appréhender un pays, quoi. Est-ce qu'on doit faire des logiques militaires de l'armée? Parce qu'en vrai, dans un contexte militaire, la hiérarchie et la discipline hiérarchique, ça a une utilité. Je veux dire, ça permet d'avoir une armée qui fonctionne, quoi. Alors après, bon, moi, j'ai mon côté antimilitariste où j'aime pas cette mentalité. J'aimerais pas du tout, moi, être dans les milieux militaires parce que c'est pas mon truc du tout. Mais dans un contexte militaire, ok, on peut comprendre que ça fonctionne comme ça et on peut comprendre qu'il y ait une utilité à ce que ça fonctionne comme ça. Mais généraliser cette logique de soumission et de hiérarchie comme ça à l'ordre international premièrement et à un pays tout entier, c'est vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. Non, non, t'as pas loupé la partie sur Ruffin, ça arrive après, on parle un peu d'international avant. T'inquiète. Ok, bon, on continue. Attends, je regarde juste un truc vite fait avant. Titatou. 2 petites secondes, 2 petites secondes. Bougez pas, je regarde un truc vite fait. Ouais, ok. Allez, on continue. Du coup, j'en étais où? Mais je me souviens plus. Ah oui, Make Colombia Great Again, c'est pour ça que je parlais de ça. Voilà. Donc dans l'assistance, Liliana Rios Otero se fait remarquer par sa casquette rouge Make Colombia Great Again. Elle est une des coordinatrices de la campagne dans un quartier riche du nord de la capitale, Usaquén. La Colombie redeviendra grande avec Abelardo de la Espriella, commande-t-elle, assurée de la victoire au second tour. Dans le parti de Paloma Valencia, beaucoup étaient d'accord avec Abelardo, mais en raison de leur attachement à l'uribisme, ils l'ont soutenu. Cependant, au second tour, ils nous rejoindront tous. D'accord, donc ils estiment qu'il y a une assez grosse réserve de voix dans la droite et que du coup ils vont gagner le second tour. Bon, ça a l'air tout à fait plausible qu'il arrive au pouvoir. Hein. Aïe, 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 putain. À l'extérieur, sur le trottoir, drapeau colombien à la main, Diana Carolina Munevar, Varela, salue les voitures qui passent en klaxonnant. Je m'attendais à ce résultat parce que nous sommes fatigués de tant d'impunité, du fait que la délinquance triomphe, que voler, tuer et kidnapper semble être mieux qu'étudier, de se former et de penser à l'éducation et à la jeunesse, dit-elle, expliquant ne pas vouloir que son pays devienne un nouveau Venezuela ou un nouveau Cuba. Préfère être les larbins des États-Unis. Bon bah super. Nous ne voulons pas être obligés d'émigrer dans d'autres pays alors que mon pays est magnifique, ajoute-t-elle. À Cuba, il n'y a pas beaucoup d'émigration. En vrai, les Cubains, ils passent pas leur temps à fuir Cuba. Hein. Les Cubains qui ont fui Cuba, généralement, c'était des grands propriétaires terriens qui ont été directement aux États-Unis et ils étaient pétés de thunes. Et maintenant, ils votent tous Trump en habitant en Floride. Bon, ça va. Hein. L'avocate de 43 ans explique être une déçue de la droite du centre démocratique et de l'ancien président Alvaro Uribe. Je me suis lassé de lui parce qu'il est très mal entouré. Uribe devrait désormais rentrer chez lui, nous laisser la paix et la tranquillité et laisser place à des idées nouvelles, innovantes, à des personnes qui ont de l'enthousiasme et de l'amour pour notre propre pays, juge-t-elle. Salut Dracos, ça va et toi? Pour le second tour, ce sont deux hommes aux visions totalement opposées, tant sur le fond que sur la forme, qui s'affronteront. D'un côté, un outsider qui a capté une grande partie des voix de la droite traditionnelle avec un discours ultra sécuritaire et une volonté de militariser à nouveau le pays pour lutter contre les groupes armés. De l'autre, le sénateur philosophe de formation, au ton posé, qui s'inscrit dans l'héritage des 4 ans du gouvernement de Gustavo Petro et de son projet de paix totale avec les guérillas et les paramilitaires. Pour la politiste Isabel Pereira Arana, de l'ONG De Justicia, un centre d'études juridiques et sociales voué au renforcement de l'état de droit et des droits humains en Colombie, ce sont, je cite, deux trajectoires radicalement différentes. D'un côté, la continuité d'un gouvernement de gauche, c'est quelque chose d'inédit en Colombie, et on ne sait pas vraiment ce que cela signifie sur le long terme. De l'autre, une extrême droite également inédite pour le pays, populiste, charismatique, à la manière de ce qu'on voit émerger ailleurs dans le monde, affirme-t-elle. Donc on peut penser à Trump et Javier Milei, typiquement. Quoi. Voilà. Le deuxième tour en Colombie, c'est le 21 juin, Drakeos, dans 3 semaines. C'est 3 semaines entre deux tours là-bas, vraisemblablement.
Donc ça va arriver au moment de la fête de la musique. Mais il n'y a pas la fête de la musique là-bas. Hein. Voilà. A priori, il n'y a pas. Voilà. Depuis l'Argentine, sur X, bah tiens, j'en parlais, le président Javier Milei a salué le score d'Abelardo de la Espriella, jugeant que cela manifestait, je cite, l'aspiration à la liberté et au progrès du peuple colombien, ainsi qu'une volonté expresse de dire « ça suffit » au modèle socialiste défaillant qui a tant nui à la région et à la Colombie en particulier au cours des 4 dernières années. De quoi il parle, Javier Milei? Il y a plein de gens qui se barrent d'Argentine parce qu'ils n'ont plus rien à graille. On a lu un article de Romary Gaudin il n'y a pas longtemps sur à quel point la politique économique de Javier Milei était en train de détruire l'Argentine petit à petit et qu'ils sortent des trucs en mode genre si regardez tel secteur économique où il y a une croissance de zinzin, les seuls secteurs économiques où il y a une belle croissance en Argentine aujourd'hui sous Javier Milei, donc le candidat libertarien le président libertarien d'extrême droite, les seuls et uniques secteurs où il y a une grosse croissance, c'est les secteurs où ils exportent tout aux États-Unis. Voilà. Les seuls trucs qui marchent, c'est les trucs où c'est les larbins des États-Unis. C'est en mode genre, regardez, plus 100% de croissance dans l'agriculture, c'est pour exporter des trucs directement pour les ricains. L'économie locale, enfin l'économie interne argentine est en train de se casser la gueule. Tout est en récession dans l'économie locale au profit des Argentins. Les seuls trucs qui marchent, c'est pour aller fournir des trucs à Trump directement, sachant que Trump a sauvé le cul de Javier Milei en lui donnant des milliards du contribuable américain, quoi. Et de quoi il parle? Mais ça, c'est un truc qui va se voir. Hein. Et il y a moyen qu'il se prenne une grosse déculottée aux prochaines élections, Javier Milei, parce que là, les Argentins, pour beaucoup, ils sont en train de déchanter. Hein. Voilà. C'est surtout dans le secteur, donc pas beaucoup de plus-value. Dans quel secteur? Dans le secteur agricole? La pêche et tout? Mais ouais, non, franchement, quand tu regardes dans la finesse ce qui se passe économiquement en Argentine, les Argentins sont en train de se faire niquer par la politique économique de Javier Milei. Vraiment. Le seul qui a un avantage à la politique économique de Javier Milei, c'est deux types de personnes. Trump et la bourgeoisie américaine, et les grands propriétaires et la grande bourgeoisie argentine qui, eux, pareil, se mettent bien sur certains secteurs en tout cas, parce qu'ils sont du bif directement avec les États-Unis. Quoi. Voilà. Le secteur primaire, ok. Voilà. Donc pas beaucoup de plus-value, c'est ça. Javier Milei a quand même dit oh, s'ils ont plus rien à bouffer, les Argentins qui mangent leurs ânes. Enfin, genre, allô quoi. Allô. Chili, Argentine, Salvador, probablement Colombie, ça commence à faire beaucoup. Bah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Alors après, à voir, hein. Il y a des trucs quand même. Pareil, quand on regarde le Brésil, t'avais, comment il s'appelle, Bolsonaro, d'extrême droite, qui est arrivé. Bon, bah, il est pas resté au pouvoir si longtemps que ça. Hein. Et t'as Lula qui est revenu derrière. Donc c'est pour ça. L'extrême droite est pas condamnée à rester au pouvoir 1 milliard d'années s'ils arrivent au pouvoir, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu comme qu'ils mangent de la brioche. Il a fait de Marie-Antoinette. Ils mangent leurs ânes. Ah là là. En Espagne, le dirigeant du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, a écrit, je cite, que les Colombiens voient dans la force et le courage du tigre, donc le tigre c'est le surnom du candidat d'extrême droite, une occasion historique pour leur nation de retrouver la liberté, la prospérité et la souveraineté qui leur ont été enlevées. Ok, les grands souverainistes qui mettent une casquette mec colombien d'Greta-Gain, qui sont directement en train de sucer de Trump, qui veut ouvertement faire de l'Amérique du Sud le grenier à grains des États-Unis d'Amérique, quoi. Et renouer avec une doctrine impérialiste sur ce qu'ils appellent leur hémisphère, sous-entendu tout le continent américain. Genre. Mais ils s'écoutent parler, ces gens-là? Ça n'a aucun sens de dire ça. Ils osent parler de souveraineté, alors qu'ils sont là en mode genre, j'adore l'impérialisme américain, j'aimerais être à la botte des États-Unis car ils sont trop puissants et j'aime la puissance. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Sur une place, près du musée national, non loin de l'hôtel où se sont adressés aux médias Ivan Cepeda et sa colistière, la dirigeante autochtone Aïda Quilchue, je sais pas comment ça se prononce, une centaine de sympathisants et sympathisantes de gauche se sont retrouvés dans une ambiance combative, mais également inquiète. Le score d'Abelardo de la Espriella peut être vu comme une défaite, reconnaît Laura Cifuentes, 34 ans, membre de la Coordination nationale agraire, la CNA, une des plus importantes organisations paysannes fondée en 1997. Mais, poursuit-elle, nous allons tout faire pour gagner au second tour. Abelardo de la Espriella représente une société colombienne mesquine, oligarque et fasciste. Cela représente un recul pour tous les droits et une relation directe avec la mafia internationale. Une allusion au fait que le candidat d'extrême droite a défendu comme avocat des trafiquants de drogue et des paramilitaires. Mais attends, mais... Le mec il est en genre on va lutter contre tous ces bandits, ces marchands de drogue et ces trucs bidules. Il a été avocat de trafiquants de drogue et paramilitaires. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Hein. Mais quand on dit que l'extrême droite c'est la fin de la rationalité, et comme je disais ça tout à l'heure avec Arthur et compagnie en parlant du sionisme comme une idéologie d'extrême droite justement, et ça se voit à quel point les gens qui adhèrent à cette idéologie perdent toute forme de rationalité et se mettent à faire du révisionnisme et du négationnisme et à vraiment falsifier l'histoire sans même s'en rendre compte pour justifier leur idéologie de mort aujourd'hui. Vous voyez, on parlait de ça juste avant avec l'extrait d'Arthur là. Bah là c'est pareil quoi, ça n'a aucun sens. C'est la défaite de la raison. L'extrême droite et le fascisme
Et là, quand tu vois ça, tu lis cet article, t'es en mode, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et parce que c'est normal, le fascisme, c'est la mort de l'intelligence humaine, c'est l'anti-intellectualisme, c'est une attaque contre la rationalité et la raison, quoi. Voilà. Je trouve que je l'ai bien dit. Alors que la raison, c'est important, hein, voilà. La raison dans l'histoire. Relire Hegel. Ah là là. Ah là là. Mais ça, c'est une constante chez toutes les extrêmes droites partout dans le monde, hein. Voilà. Et c'est ça qui est horrible, c'est comment tu veux te battre contre des gens qui ne sont pas, qui ont l'irrationalité comme leur arme la plus puissante. Comment tu veux parler des gens qui deviennent irrationnels parce qu'ils se sont fait grailler le cerveau par des fascistes? C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et ça, c'est une question, j'ai pas la réponse, quoi. Et c'est pour ça aussi que ceux qui tentent d'aller récupérer l'électorat RN et tout. Alors après, tu peux préventivement réfléchir à cet électorat RN ou cet électorat RN potentiel en te disant quel contre-discours je peux opposer à l'extrême droite qui serait à même de les convaincre. Tu peux faire ça et je pense qu'il faut faire ça. Mais c'est pas récupérer les gens qui sont archi convaincus par le RN. C'est pas ça en fait. Pour moi, les gens qui sont archi convaincus par le RN, c'est pas dans le cadre d'une présidentielle en ayant des bons discours et en s'adaptant à eux-mêmes leur manière de penser que tu vas les récupérer. Vous voyez? En tout cas, si tu dois faire ça, c'est pas en s'adaptant à leur irrationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est complexe, c'est compliqué et je sais, il y a pas de recette magique pour ça, mais c'est l'extrême droite, quoi. Voilà, l'extrême droite par essence ment et grignote le cerveau de ses adhérents en les rendant complètement délus et irrationnels, quoi. Voilà. Oui, pas comme Ruffin, c'était une ref à Ruffin, dont on parlera après. Ok. Elle estime aussi qu'Ivan Cepeda devra se montrer plus offensif. Il doit accepter le débat, affirme-t-elle, alors qu'il n'y en avait pas eu durant la campagne de premier tour. Ok, alors peut-être qu'ils étaient encore sur cette ligne un peu de on débat pas avec l'extrême droite, ça sert à rien. Et c'est vrai que quand tu vois à quel point ils cultivent l'irrationalité, tu dis est-ce que ça sert à quelque chose de débattre avec eux? Mais là, on parle pas d'un random colombien matrixé par l'extrême droite. Vous voyez, là, on parle du candidat. Donc lui, il sait ce qu'il fait, a priori. Lui, pour le coup, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas irrationnel. Il cultive l'irrationalité, probablement, dans l'esprit de ses adhérents. Mais voilà, à un moment donné, t'as pas le choix, en fait. Moi, le cordon sanitaire, quand l'extrême droite elle a 43%, tu peux plus le faire de cette manière-là. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc là, effectivement, il y a un moment, il doit accepter le débat. Je pense qu'elle a raison. Tout à fait. Angelica Sanchez, une étudiante en relations internationales et militante afrodescendante de 20 ans, exprime sa surprise face aux résultats et voit en Abelardo de la Espriella, je cite, une menace pour la démocratie, car il a ouvertement affirmé qu'il cherchait à éliminer son opposition. Tout simplement. Donc c'est elle, Angelica Sanchez. Elle a revêtu le maillot jaune de la sélection de football. Ce symbole, assume-t-elle, n'est pas le monopole de l'extrême droite. Et c'est là que tu vois que le football en Amérique du Sud, c'est vraiment un délire, hein. C'est vraiment un truc hyper important, quoi. Genre, c'est le maillot de foot est un symbole central en politique dans le cadre de ces élections, quoi. C'est en mode genre, c'est l'accoutrement du mec d'extrême droite, quoi, pour essayer de fédérer autour avec lui, pour essayer de faire vivre le nationalisme colombien derrière lui. Il sort quoi? Il sort le maillot de la sélection colombienne, quoi. Et du coup, il y en a d'autres à gauche qui sont non, 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 on peut pas laisser ce symbole. Impossible de laisser ce symbole à l'extrême droite, quoi. On a ce même débat en France avec le drapeau bleu, blanc, rouge, quoi. Eux, c'est avec le maillot de foot. C'est fou, hein. C'est l'équivalent du drapeau français, voilà, exactement. C'est le football en Amérique du Sud, c'est quasiment une religion parfois, c'est ce qu'on dit, hein. Il y a un de mes meilleurs potes là qui est un passionné de football, il m'a sorti une stat de zinzin l'autre jour. Il m'a dit que dans les grandes sélections des grands clubs de football, je sais plus exactement, j'ai plus la stat en tête, mais il est en mode genre il y a plus de gens qui viennent d'Île-de-France. Je sais plus quel truc il avait dit, peut-être dans le top 5, dans le Big 5 des grands clubs de foot, je sais plus exactement. Mais il m'a dit, dans les grands clubs de foot, je sais plus quel périmètre, il y a plus de gens qui viennent d'Île-de-France que du Brésil. Elle est folle cette stat. Genre l'Île-de-France est plus représentée dans les grands clubs de football européens que le Brésil. Ah, l'Île-de-France, c'est un vivier de baisers, hein. Et pas qu'en foot, hein. En sport tout court. Wemby, Victor Wembanyama aussi. Il vient d'Île-de-France. Il vient de Nanterre et tout, quoi. C'est fou, non? L'Île-de-France, c'est un fief mondial de la formation. Premier réservoir de joueurs au monde en ce moment. Ah, incroyable, hein. Ça, moi, ça me rend un peu chauvin, j'avoue. S'il y a un truc qui me rend un peu chauvin, machin bidule, c'est le sport, comme beaucoup. Et là-dessus, je suis en mode genre, ah. Non, mais c'est parce que c'est aussi la preuve que tout ce système français, que les gens dénoncent tant, et tous ces gens qui sont en mode genre, oh là là, regardez, l'Île-de-France est remplie de racailles, les Parisiens, pendant ce temps-là, ce département est le plus grand vivier à sportifs de haut niveau au monde. C'est bien qu'il y a quelque chose qui marche. Et en plus, ces sportifs-là, c'est des gens issus de l'immigration. C'est un peu la Nouvelle-France. Vous voyez, quoi. Donc c'est un mélange de Nouvelle-France et toute la politique du sport qu'on a en France, qui est aussi issue à la base de 1936, du Front Populaire, etc., etc. C'est la gauche qui a mis des grandes publics politiques pour la culture et le sport. Vous voyez. Donc d'avoir un tel vivier en Île-de-France de sportifs de haut niveau,
c'est une preuve que la Nouvelle-France est capable de tout niquer, quoi, quelque part. Mais là, c'est un peu nationalo sur les bords, ce que je dis. Et ça donne un peu raison à la tech qu'avait eu Poutou, vous voyez. Mais c'est surtout une manière de dire que des politiques publiques de gauche pour la culture et pour le sport, ça fonctionne, et que l'immigration, bah, c'est trop bien, parce qu'après, on a des sportifs de zinzin, quoi. Entre autres, c'est un exemple, voilà. Après, faut pas dire oui, oui à l'immigration, car on aurait une meilleure équipe de foot. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà. C'est un truc, moi, je trouve, ce truc-là, certes, ça fait le soft power de la France, mais surtout, ça bat en brèche les discours déclinistes de l'extrême droite, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment beau. Voilà, voilà. Je suis aigri par rapport à ça. Je suis en même temps très heureux que ce département soit le plus grand vivier de sportifs, et ça me saoule parce que les fachos en profitent tout en crachant sur ce même vivier, et ça me saoule. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais je trouve que moi, je vois le verre à moitié plein en mode ça bat leur discours en brèche. Voilà. Bon. Après, bon, là, je sors ça. Il y a le débat est vaste et on pourra aller plus en profondeur, quoi. Mais vous avez voulu vous voyez où je voulais en venir, quoi. Voilà. C'est les exceptions consolotes de Bourdieu, les exceptions consolotes. Ah, de dire, ah, regardez, il y a des gens issus de l'immigration qui réussissent dans le sport et dans le, je sais pas, le rap, par exemple. Donc, du coup, ça montre bien que l'intégration est possible, alors que l'écrasante majorité des gens issus de l'immigration, ils sont en bas de la pyramide sociale. C'est ça que tu veux dire? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, quand même, moi, je trouve que y a un côté où ça me rend un peu fier d'être francilien, quoi. Et je me dis que ça bat quand même, d'une certaine manière, en brèche le discours de l'extrême droite, quoi. Voilà. Bref. Donc oui, en tout cas, Angelica Sanchez a revêtu le maillot jaune de la sélection de football. D'ailleurs, pour évacuer tout équivoque et bien montrer qu'elle appartient au camp progressiste, elle brandit un foulard avec l'inscription Buenaventura résiste, du nom du port de la côte pacifique dont elle est originaire, dans le département du Valle del Cauca. Ok, de la même manière qu'il y en a certains, ils sont de gauche, ils ont envie de déguider un drapeau français à la Antoine Léaumont en manif, et ils mettent d'autres symboles de gauche pour dire bien, je suis pas un facho, quoi. Ok. 3 jours avant le... C'était quoi déjà le truc qu'il y avait eu avec Antoine Léaumont, où il avait partagé un truc avec un drapeau français, il y avait un drapeau LGBT, et je sais plus, mais c'était pas celui de la trans, des trans. C'était un autre. C'était genre un drapeau un peu plus... Ah, je sais plus, il y a eu un truc comme ça, c'était super marrant. C'était quoi déjà? C'était pas le drapeau trans. Non, c'était un autre truc. C'était un truc qui ressemble au drapeau trans, mais c'était pas le drapeau... Le drapeau femboy, c'est ça, c'était le drapeau femboy. Antoine Léaumont qui partage un truc avec le drapeau femboy, c'est ça. J'étais plus tout à fait sûr. Je sais que c'était un truc un peu marrant. Voilà. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en mode genre le déjà la nationaliste dans le phénomène femboy par rapport à la transidentité ou je ne sais quoi. Je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça. En mode homo-nationalisme version femboy, le femboy nationalisme. Je suis sûr, je crois que j'ai déjà entendu parler de trucs comme ça. Bon, bref, je sais pas. Ça, c'est des trucs un peu avancés de. Je sais plus quoi. Bref, allez. 3 jours avant le second tour de la présidentielle, le jeudi 18 juin, aura lieu le premier match de la Coupe du Monde de la sélection colombienne de football masculin face à l'Ouzbékistan. Ce sera une occasion rare pour le pays de s'unir pendant 90 minutes dans un moment électoral d'extrême polarisation. Et oui, la Coupe du Monde de foot. Hein. Oui, un lore femboy nazi à Skip. Et un nombre de littéraux néo-nazis qui sont des femboys. Ok, d'accord, voilà, c'est bien, je me disais qu'il y avait un truc comme ça. Bon, je sais pas si le mec là qui était à la manif avec son drapeau français et son drapeau femboy, c'était un femboy nazi, mais bon, bref, c'est marrant quoi. Ok. Bon, bah. Bon article, encore une fois. Hein. Franchement, les articles comme ça, à Mediapart, ils sont souvent très bons. Et bah, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. Voilà. Je dirais que l'inquiétude sur ce visage-là, bah, ça dit tout, quoi, finalement. Voilà. Je sais pas comment conclure. L'article était bien. Je trouve que c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe aussi en Amérique du Sud pour analyser la gauche, l'extrême droite, tatati, tatata. Voir les analogies, mais aussi les différences. Avec ce qui peut se passer en Europe, quoi. C'est toujours bien de parler de ça. J'avais envie d'en parler, surtout que depuis le début où j'ai lancé ma chaîne Twitch, et même avant quand j'étais sur YouTube, dès qu'il y a un truc qui est en rapport avec l'extrême droite à l'international, c'est un peu c'est un truc que j'essaie d'en parler à chaque fois, quoi. Voilà. Dès qu'il y a une percée de l'extrême droite dans un pays, dans un pays, j'essaie d'en parler, donc voilà, je continuerai à le faire. J'espère que cette séquence vous a plu. Je suis vraiment pas un spécialiste du sujet, mais voilà, avec le chat, je trouve qu'il y avait quand même... C'était bien. Je trouve que c'était bien. Voilà. Bon, sur ce... Team YouTube, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et voilà, on désespère pas, même si l'extrême droite se renforce parfois un peu partout dans le monde. Notre heure viendra, camarades, vous inquiétez pas. Let's go. Restons combatifs. Et puis abonnez-vous, likez la vidéo, tout ça.